Donc, bonjour à tous, merci à l'équipe de Santé publique France d'avoir accepté de réaliser ce webinaire dans le cadre du module EVA-TC du DU piloter, animer, évaluer la prévention et la promotion de la santé. L'idée de ce webinaire, c'est de venir illustrer assez pratiquement à travers des projets qui sont conduits, déployés dans le cadre de la programmation de Santé publique France, d'illustrer ce qu'on appelle déploiement des interventions validées ou déploiement des interventions probantes. Ça s'insère donc dans le module qui traite du transfert de connaissances, puisqu'il y a deux manières de faire du transfert de connaissances entre autres, dès lors qu'on parle d'intervention. Une première manière qui vise à construire des interventions sur la base des données, notamment scientifiques. On parle alors d'interventions fondées sur les données probantes. Et puis, une autre manière qui est de repérer, d'identifier les programmes dits validés, c'est-à-dire qui ont fait l'objet d'une évaluation solide, rigoureuse, notamment par des équipes de recherche et qui ont permis de démontrer l'efficacité de ces interventions. Et là, l'enjeu, c'est de pouvoir les déployer dans d'autres contextes, de vérifier évidemment qu'ils produisent les mêmes résultats ou d'envisager les conditions d'adaptation nécessaires, les conditions d'implémentation qui peuvent être modifiées finalement d'un contexte à un autre. Et c'est vraiment l'objet là de ce qui va être présenté dans le cadre de ce webinaire. Je vais laisser la parole à nos intervenants. Donc, Pierre Arwidson, Florence Rostand, je les laisserai évidemment se présenter, Jean-Michel Lecric et, pardon, Laetitia Gouffé-Benadiba. Le nom, voilà, Laetitia Gouffé-Benadiba. Je voulais être sûre de bien le prononcer, pardon. Et donc, je me replongeais dans mes notes. Pierre, je te laisse introduire du coup ce webinaire et puis la structuration. Oui, merci beaucoup de nous inviter. En fait, merci aussi. On est très, très heureux de partager ce qu'on fait. Je vais faire une très, très courte introduction pour dire que ce qu'on fait aujourd'hui, ça vient d'un très long processus et je le diviserai en 4 étapes. Et ça a commencé dans les années 2000-2005. Premier constat, à l'époque INPES, il n'y a pas assez de recherche en prévention en France. Donc, à partir de 2005, on a consacré 1 million d'euros par an à aider la recherche. Donc, ça, c'était le premier réflexe, voilà, augmenter la recherche. Et après, on s'est rendu compte que la recherche prenait énormément de temps et qu'il fallait avoir une autre stratégie. Et donc, un peu plus tard, dans les années 2010-2011, on a dit il faut aller chercher la recherche déjà faite. Et on a fait une série de synthèses de littérature qui ont été publiées dans la revue Santé publique. Et on a même fait des documents simplifiés pour les ARS, pour les professionnels qui ne voulaient pas lire des papiers scientifiques. Et on a eu comme retour, oui, c'est bien beau, mais ce n'est pas très pratique pour nous, chefs de projet ou responsables dans une région. Et donc, on s'est dit, ce n'est pas encore ça qui est nécessaire pour aider à améliorer la prévention et la promotion de la santé. Donc, c'est là qu'on a commencé à regarder ce qui se faisait dans d'autres pays. Et c'est de là d'où est venu le projet de portail et de registre que présentera Laetitia tout à l'heure. Donc, ça, c'est la troisième étape. Et la dernière chose qu'on a aussi faite, c'est de nous intéresser à certains programmes internationaux ou des recherches françaises. C'est ça que présentera Florence tout à l'heure. Donc, prendre des recherches déjà faites en France ou à l'étranger et travailler à les disséminer. Donc, c'est la quatrième phase. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est la dissémination, déploiement. Et ça, c'est ce que présentera à la fois Jean-Michel et Florence. Ça sera 2 exemples. Voilà. Et puis, je crois que je ne vais pas prendre plus de temps. Et peut-être si, Laetitia, tu veux te lancer? Oui, alors il faut juste que… Est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Est-ce que vous voyez mon écran? Non, non. Non. Alors, l'animateur a désactivé le partage d'écran. Donc, je ne peux pas partager ma… Bon. Alors, je réessaye. Oui, c'est parfait. Merci.
En grand, si tu peux. OK, c'est bon? Si tu peux, Oui. voilà, parfait. Donc, je vais vous parler du registre des interventions efficaces ou prometteuses en prévention et promotion de la santé. Pour rappel, ce projet est lié à la stratégie nationale de santé qui visait à développer une prévention scientifiquement fondée, d'importer et d'adapter des programmes validés ou prometteurs par le repérage de programmes efficaces dans la littérature internationale, à partir également d'initiatives françaises existantes et d'expériences étrangères. Il existe actuellement un répertoire des interventions efficaces ou prometteuses en prévention et promotion de la santé, animé et hébergé par Santé publique France. Ce répertoire, ce portail, a été mis à l'arrêt depuis 2019. Il constitue le projet pilote du registre, du futur registre, puisqu'il a permis de tester une grille d'analyse sur 22 programmes et interventions en prévention et promotion de la santé. Et cette grille constitue un outil d'évaluation standardisé qui a été mis au point par un comité d'experts en PPS. Dont fait partie Linda Cambon. Absolument. Donc, le portail comporte actuellement 92 interventions donc, qui reposent sur une base documentaire. Et on voit que dans ce portail, on a des entrées par approche populationnelle, mais également un catalogue thématique. Pour chaque intervention figure un descriptif. Voilà, donc là, on voit bien que c'est sur le portail documentaire, en haut à gauche. Donc, ce descriptif, comment dire, comporte une fiche beaucoup plus complète qu'on peut télécharger à droite, avec donc un thème, date de début, date de fin de l'intervention, une classification au niveau territorial et puis le milieu de délivrance de l'intervention. Concernant le catalogue par thématique, il est composé donc de 15 thématiques et nous avons ajouté récemment les compétences psychosociales. Les enjeux sont nombreux. Il s'agit d'insérer une thématique santé-environnement et de documenter des interventions efficaces qui permettent d'adopter des comportements protecteurs pour limiter les expositions environnementales, mais également d'ouvrir ce catalogue à d'autres thèmes comme la littératie en santé, au programme avancé en âge et à d'autres sujets. L'enjeu est également d'enrichir le futur registre par des modules de recherche croisés, à la fois au niveau thématique, au niveau des cibles populationnelles et selon une classification de l'efficacité des interventions. Alors, ce projet de registre, il intervient dans un contexte, je dirais, général, où on assiste à une réaffirmation de l'evidence-based en prévention et promotion de la santé, et notamment sur l'importance des évaluations qui documentent un niveau d'efficacité et donc une classification, mais également un accès à des référentiels, à savoir un descriptif de l'intervention, les éléments de la littérature et les évaluations qui ont mené à leur classification au sens registre, un guide d'implémentation et l'identification d'opérateurs de terrain. Ces critères sont retrouvés dans les registres internationaux en prévention de la santé et bien entendu, ce contexte général intervient en période, je dirais, post-pandémie, du moins dans sa phase aiguë. Donc, ce registre, il répond à un besoin, qu'il soit au niveau national, mais surtout régional, puisque les demandes des ARS sont très importantes. Il s'inscrit dans le cadre il repose sur des critères. Il s'inscrit également en parallèle avec un projet européen qui s'appelle EU for Health et qui est relancé actuellement avec un portail de bonnes pratiques. Il constitue une démarche distincte puisqu'il s'agit de labelliser des interventions et enfin, selon les critères utilisés, il permettra éventuellement de pouvoir effectuer des comparaisons au niveau international sur des interventions. Alors, ce registre, il coexiste, je dirais, par rapport à d'autres démarches existantes
que sont les répertoires d'intervention, donc comme par exemple la plateforme Oscar Santé, qui recense actuellement plus de 40 000 interventions. Il y a également d'autres exemples, France Asso Santé, 304 interventions, et également la plateforme Cerima et d'autres répertoires. À côté de ces répertoires, on a ce qu'on appelle la capitalisation d'expérience, puisqu'une plateforme nationale a été lancée récemment par la Société française de santé publique et par la Fédération nationale d'éducation en santé. Actuellement, figurent sur cette plateforme 52 projets capitalisés. Et à côté de cette plateforme, il existe d'autres démarches, d'autres projets de capitalisation, Inspire Action, qui vise à lutter contre les inégalités sociales de santé, la future plateforme Sirena, Coactis Santé pour le handicap, etc. Et en plus donc de cette démarche de capitalisation, il existe des guides de bonnes pratiques en prévention et promotion de la santé de part et d'autre. Et à côté donc de ces démarches, nous avons le projet de registre. Alors j'insiste sur le fait qu'il s'agit de démarches distinctes en termes d'outils, de processus et de finalités. Un autre élément de contexte important est l'exemple de l'approche des compétences psychosociales, puisque la future stratégie nationale multisectorielle de développement des CPS chez les enfants et chez les jeunes constitue un axe prioritaire, avec donc une stratégie nationale et une coordination territoriale, un déploiement à la fois auprès des enfants mais également auprès des parents, un cadre de référence commun, et puis l'existence de répertoires, de démarches de capitalisation sur les CPS avec la future plateforme Sirena qui figure en bas à droite, qui est en cours de construction, l'existence de guides, de fiches de bonnes pratiques. Et la question qui se pose, c'est quelles interventions, quelles évaluations par rapport aux critères des registres et quelle synergie vis-à-vis de l'ensemble de ces travaux, puisque, comme vous le savez, un référentiel pour le déploiement des CPS a été mis au point et publié récemment par Santé publique France. Et on voit bien qu'il y a des facteurs communs aux interventions efficaces sur le thème des compétences psychosociales, donc 2 facteurs principaux et des facteurs complémentaires. Ce registre intervient également dans un contexte institutionnel, puisqu'il entre dans les missions de Santé publique France. Alors en pratique, il repose sur la reprise du portail, qui constituait le projet pilote. Il repose sur l'expérience des registres internationaux, mais également il vise à favoriser une entrée acteur de terrain pour les interventions innovantes, et pas que. Il repose sur les fondements scientifiques de la recherche en prévention et sur la littérature. Le registre est inscrit à la programmation à 5 ans de l'agence. Il est soutenu, suivi par le conseil scientifique de l'agence, et l'objectif est également de développer des liens avec la recherche en prévention. Enfin, ce projet intervient aussi en lien avec les recommandations du rapport du Haut Conseil de la santé publique sur l'évaluation de la stratégie nationale de santé, notamment sur l'évaluation du plan priorité prévention, puisqu'il s'agit, il recommande ce rapport d'accorder plus de place aux actions les plus probantes, c'est-à-dire celles qui présentent le plus haut niveau de preuve de l'efficacité, d'expérimenter des actions, à condition qu'elles reposent sur un cadre d'évaluation, et qui comprennent un volet d'analyse coût-efficacité. Et enfin, ce rapport recommande de mettre en place un dispositif qui permette de mieux identifier ces actions. Un comité d'évaluation des interventions en PPS est actuellement en cours de création. Il sera composé d'une dizaine de membres pluridisciplinaires qui maîtrisent les approches mixtes en PPS, donc à la fois l'évaluation qualitative et quantitative. Il s'agira de personnalités qualifiées qui ont une expertise en santé publique et ou en sciences humaines et sociales, dont les sciences économiques. Et en termes de méthode, concernant ce domaine d'expertise, cela fait référence aux essais-contrôles randomisés, aux études quasi-expérimentales, aux séries temporelles, etc., et à la prise en compte des analyses économiques
et des enjeux de la mise à l'échelle. Les missions de ce comité seront d'étudier la recevabilité d'interventions avant soumission au registre, de valider si ces interventions sont éligibles pour les envoyer en évaluation avant versement au registre, et enfin de statuer sur le niveau de preuve d'efficacité. Donc, le processus du registre est le suivant. Nous avons un comité d'évaluation qui se penche sur l'éligibilité des interventions qui lui sont soumises, qui produit un avis collégial et qui classifie par niveau d'efficacité, avec un envoi en externe par un panel de reviewers spécialisés, et le comité décidera si l'intervention est versée au registre ou non. Il s'appuiera sur la littérature et sur des interventions donc déjà évaluées ou prometteuses, mais également, et pourquoi pas, sur les projets capitalisés. Alors, bien entendu, nous avons une entrée en bas au milieu, donc la flèche qui va vers la gauche, qui permet aux porteurs de programmes au niveau local et aux projets qui ont bénéficié d'une démarche de capitalisation de pouvoir soumettre au registre une intervention. Donc, une grille d'analyse a été mise au point par un comité d'experts en prévention et promotion de la santé, et cette grille d'analyse figure dans un avis d'experts qui a été publié fin août 2019. Cette grille comporte 39 critères. Elle figure dans l'avis qui est référencé, et ces critères sont répartis en 6 volets d'analyse. Donc, description des étapes de mise en œuvre, 10 critères, fondement théorique, 2 critères, mesure de l'efficacité et méthodologie, 10 critères, efficience, soutenabilité, 7 critères, éléments de transfert de connaissances, 6 critères, et aspects éthiques, 4 critères. La grille comporte une appréciation globale à justifier, et elle comporte également 2 tableaux récapitulatifs de l'analyse. Le premier étant sur l'éligibilité, donc on a une intervention qui n'est pas éligible ou qui ne répond pas aux critères éthiques, une intervention qui présente des effets contre-productifs, une intervention qui ne présente aucun effet, qui n'est pas efficace, et elle figurera au registre. Et enfin, le cas de figure où une intervention présente des résultats positifs, et ces résultats seront mentionnés. Concernant le niveau de preuve, qui est décliné en 5 strates, niveau 1, une intervention bien décrite, niveau 2, bien fondée, niveau 3, une intervention qui présente de premiers indices de preuve avec ou sans évaluation économique, niveau 4, de bons indices de preuve, et enfin niveau 5, de forts indices de preuve. Donc là, je vous présente très rapidement un registre qui s'appelle Exchange et qui comporte à l'heure actuelle 49 interventions. Donc 6 sont classifiées comme étant bénéfiques, donc efficaces, 9 comme étant très probablement efficaces, 16 comme l'étant possiblement, 14 qui nécessitent des études complémentaires, 2 interventions qui sont probablement pas efficaces, et enfin, en bas à droite, une intervention qui est possiblement dangereuse et qui présente des effets délétères. Un autre exemple de registre est la Green List Prevention, qui est un registre allemand, qui répertorie actuellement 96 interventions, classifiées en 3 niveaux. Interventions théoriquement bien justifiées, 30 interventions, dont l'efficacité est probable, 36 interventions, et dont l'efficacité est prouvée, 30 interventions. Donc là, on a une répartition à peu près on a à peu près un tiers dans chaque niveau de classification. Et puis, à côté de ça, les interventions qui ont été dernièrement enregistrées au cours des 6 derniers mois par niveau de classification. Et on voit bien également en bas à droite une intervention pour lesquelles les effets sont probablement délétères ou peu clairs. Un autre exemple de registre est celui du RIVM. Alors là, j'ai un peu de mal parce que j'ai, comment dire, les caméras qui sont affichées, enfin les visages qui sont affichés à droite, mais ce n'est pas grave. Donc, le RIVM a une définition et un cadre sur les interventions reconnues en PPS.
à la fois sur les interventions qui agissent sur les modes de vie, et ils font la promotion des interventions efficaces. Ce projet est porté par l'Institut national de la santé publique et de l'environnement, donc le RIVM, mais en lien également avec un certain nombre d'acteurs, l'Institut Trimbos, le Centre néerlandais de la jeunesse, le Centre de connaissances pour l'exercice, et puis là je ne vois pas, c'est en fait un organisme qui s'occupe de recenser le savoir dans les approches cohérentes sur les questions sociales. Alors ce registre, en fait, il est organisé sur le principe de fiches descriptives et d'une classification, mais il bénéficie surtout d'une coopération entre l'ensemble des acteurs concernés et la mise à disposition de 8 bases de données. Les critères d'évaluation sont communs et dans la traduction, il est dit qu'ils sont sans ambiguïté. Et enfin, il fait la promotion de 4 interventions combinées qui permettent de modifier les modes de vie et qui sont prescrites par des médecins et prises en charge par l'équivalent de l'assurance maladie. Mais il s'agit d'interventions assez longues, hein, ce sont des programmes sur 24 mois. La méthode de reconnaissance est extrêmement bien détaillée sur le registre du RIVM et on a une efficacité en 3 niveaux avec 5 niveaux documentés puisque ce registre est à la fois un registre sur les interventions bien fondées ou efficaces, mais également un répertoire d'interventions bien décrites. Donc les interventions bien décrites sont classifiées au niveau 0. Et la reconnaissance d'une intervention bien décrite est valable 3 ans. Les interventions bien fondées sont classifiées au niveau 1 et cette classification est valable 5 ans. Et enfin, sur le niveau d'efficacité, c'est-à-dire 2, 3, 4, nous avons les premiers signes d'efficacité 2, bons indices d'efficacité 3 et solides preuves d'efficacité niveau 4. Et actuellement, donc pour les interventions bien décrites, puisque le registre comporte 311 programmes ou interventions en PPS, on a 70 interventions qui sont bien décrites, 166 qui sont bien fondées, 35 qui présentent de premiers indices d'efficacité, 33 de bons indices et 7 de forts indices. Donc on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'interventions efficaces. Et en termes de catalogue thématique, on voit bien voilà, les entrées qui sont disponibles sur ce registre, avec notamment des programmes de prévention pour limiter les expositions aux UV naturels. Un autre exemple de registre qui constitue également un répertoire avec classification et un portail de bonnes pratiques, et le portail de bonnes pratiques canadien de l'Agence de santé publique du Canada. On voit bien que pour les pratiques prometteuses, on a 103 interventions. Pour les pratiques exemplaires, 37. Je ne parlerai pas des méthodes autochtones éprouvées qui sont des interventions très localisées au niveau géographique et qui sont menées en direction des peuples des Premières Nations tels que définis dans la Constitution du Canada. C'est une obligation pour eux. Au niveau graphique, on voit bien, donc, on a des interventions mises en vedette, hein, comme sur le registre allemand. On voit bien le niveau d'efficacité qu'on retrouve ici là, par la petite étoile, donc intervention exemplaire 2 étoiles et prometteuse 1 étoile, mais également selon les âges, les étapes de la vie, le milieu de délivrance de l'intervention et puis la thématique. Un exemple également de registre qui est un registre important, qui est le registre Blueprints, registre américain qui comporte actuellement plus d'une centaine d'interventions. Donc 85 ont été classifiées comme étant prometteuses et 18 comme modèle et modèle plus. Il s'agit probablement avec Exchange du registre le plus abouti au niveau méthodologique, mais c'est aussi parce qu'il est assez ancien. Et tous les critères d'évaluation et la méthode de reconnaissance, à l'instar du RIVM, sont extrêmement bien précisés. Les Américains ont également un programme qui s'appelle Healthy People 2030,
qui est un programme qui repose en fait sur plus de 350 indicateurs de santé retenus par étape de la vie. Et l'objectif, c'est d'améliorer les indicateurs sur 10 ans par rapport au programme qui a été lancé en 2020. Donc, ce programme, ces indicateurs sont déclinés selon des objectifs essentiels qu'on trouve en haut à droite. Et ils sont liés, associés à des interventions efficaces, evidence-based. Le prérequis étant de disposer également de données fiables, robustes et représentatives au niveau de la population américaine pour pouvoir les lier aux interventions. Et on voit bien, donc, selon les indicateurs, que parfois on a uniquement la base de données, parfois la cible a été atteinte, voire dépassée. On a une classification aussi qui documente des améliorations, une autre qui montre qu'il y a eu très peu, voire pas de changement, et enfin, que la situation a empiré. À côté de ça, ils ont également mis au point ce qu'ils appellent des objectifs de développement qui portent sur des thématiques de santé publique pour lesquelles des interventions efficaces ont été identifiées, mais on ne dispose pas de la base de données, puisqu'en fait, ces données sur 10 ans doivent être mises à jour au moins 3 fois. Et enfin, ça ne figure pas sur la diapositive, des objectifs de recherche également, pour lesquels on n'a pas d'intervention efficace documentée. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que les registres en prévention et promotion de la santé utilisent une classification qui documente un niveau de preuve d'efficacité, des critères communs, un processus scientifique transparent et clairement présenté. Certains registres portent sur des thématiques d'intervention pour des raisons historiques, voire culturelles, et certains sont accolés à des répertoires d'intervention. Je rappelle que les répertoires ne comportent pas d'interventions évaluées. Il s'agit d'un projet prioritaire à Santé publique France et ce registre national a une finalité large en santé publique sur des interventions en prévention primaire portant sur des cibles populationnelles, l'objectif étant bien entendu d'améliorer les déterminants de santé. Voilà, et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a de nombreux travaux à venir du comité d'évaluation des interventions en PPS qui se réunira pour la première fois à l'automne prochain. Je vous remercie. Merci beaucoup, Laetitia. C'était ensuite, je crois, à Florence. Peut-être on garde toutes les questions pour la fin. Florence. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui. Donc, je vais passer en diaporama. Alors, on n'est pas sur la première diapo, là. On est sur la 16e. Hop. Voilà. Donc, moi, je vais parler du déploiement, en fait, de ce qu'on appelle la démarche ICAPS. Donc, on l'a rappelé tout à l'heure en début de webinaire. Il est important, en tout cas, pour pouvoir aider les acteurs de terrain, de pouvoir mettre à disposition des acteurs de terrain des démarches qui sont scientifiquement validées et pouvoir aussi mettre à leur disposition la création des conditions de leur déploiement. Donc, pour impulser en fait une intervention qui vise à augmenter l'activité physique et réduire la sédentarité chez les enfants, chez les jeunes, Santé publique France s'est appuyée sur l'étude ICAPS. Donc, je vais vous donner quelques petits éléments rapides sur l'étude pour après plus discuter et vous donner des éléments sur le déploiement. Donc, ICAPS, c'est pour intervention centrée auprès des collégiens, intervention auprès des collégiens centrée sur l'activité physique et la sédentarité. Donc, c'est une étude qui s'est déroulée sous forme d'un essai contrôlé randomisé pendant 4 ans. Elle s'est déroulée de 2002 à 2006, donc il y a un petit moment déjà, dans l'Académie du Bas-Rhin. Elle ciblait les élèves de 6e
jusqu'en troisième, donc des interventions qui ont été mises en place de la sixième jusqu'à la troisième. Elle s'est déroulée dans 4 paires de collèges de l'Académie du Bas-Rhin. Donc, dans chaque paire de collèges, on avait un collège action et un collège témoin. Et toutes choses étant égales par ailleurs, on a comparé donc les résultats du collège témoin au collège action. Et effectivement, les différences observées ne proviennent, entre guillemets, que de l'intervention. Et le groupe, ce qu'on a appelé le groupe témoin ou groupe contrôle, lui, il avait un programme scolaire habituel. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu retrouver donc, environ 1000 élèves qui ont pu être suivis dans cet essai contrôlé randomisé. Et en fait, on en a retrouvé 3/4 2 ans après, donc ils étaient à ce moment-là en première. On a pu leur refaire passer en fait les questionnaires qui étaient passés chaque année de la sixième à la troisième. On a pu aussi leur refaire des tests de prise de sang, puisqu'on cherchait aussi des marqueurs de la santé cardiovasculaire. Donc, on a pu comparer ce qui se passe en fait à la fin, les résultats qu'on a pu obtenir à la fin de l'intervention, donc au bout des 4 ans, aux résultats qu'on avait effectivement 2 ans après pour ces mêmes élèves. Et on est sur ce qu'on est de la prévention universelle, sur ce qu'on appelle de la prévention universelle, dans le sens où c'est un programme en fait qui s'adressait à tous les élèves du sixième, et pas seulement, par exemple, à un groupe spécifique comme des élèves en surpoids. Je pense qu'une des choses les plus importantes pour cette intervention, c'est le fait qu'elle soit implantée dans et autour des collèges et qu'elle repose sur ce qu'on appelle le modèle socio-écologique. Ça veut dire qu'on va effectivement intervenir sur plusieurs niveaux, notamment sur les adolescents, pour travailler sur leurs connaissances, leurs attitudes et leurs motivations par rapport à la pratique d'activité physique, mais aussi sur le support social. Donc, c'est tous les adultes finalement qui gravitent autour des adolescents. On va pouvoir travailler sur les familles, les enseignants, les éducateurs, afin qu'ils valorisent l'activité physique auprès des adolescents et puis surtout qu'ils les encouragent à pratiquer un peu plus d'activité physique. Et troisième niveau d'intervention, et pas le moindre, on va intervenir sur les conditions physiques et institutionnelles, c'est-à-dire pouvoir mettre en place des conditions qui sont favorables à l'activité physique. Donc là, j'ai illustré très rapidement ce qui a pu être fait sur ces 3 niveaux, et ce ne sont que quelques exemples. Il y a plein d'autres choses, évidemment, qui ont pu être mis en place. Donc, au niveau des adolescents, on est plutôt sur des débats. On va aussi faire avec eux, leur proposer des journées multisports. Au niveau du support social, on est plutôt sur de la sensibilisation. Donc, c'est vrai que les collèges dépendent des départements, mais il y a certaines villes qui se sont emparées en fait de ce qui s'est passé au niveau du collège. Et donc, il y a eu des journées vélo dans la ville, ou des journées sans voiture, par exemple. Et en ce qui concerne toutes les conditions physiques et institutionnelles, on a pu organiser des transports entre les collèges qui n'avaient pas, par exemple, de gymnase, pour les amener sur des lieux d'activité physique encadrés. Et puis surtout, ce qui était très important, c'est qu'on a aménagé l'emploi du temps des collégiens pour insérer des temps de pratique, donc soit au niveau des heures de permanence, soit pendant la pause méridienne, soit après les heures de cours. Donc, les résultats à moyen terme, vous pouvez voir qu'ils sont très encourageants, puisqu'en fait, ces élèves ont pu faire environ 1 heure de plus d'activité physique par semaine. Alors, ils ont diminué leur temps passé devant la télévision de 20 minutes par jour. On était en 2002, enfin entre 2002 et 2006, donc le temps de sédentarité était mesuré par rapport au temps passé devant la télévision. Et surtout, ces élèves, en fait, ont été, on peut dire, ont bénéficié en fait de prévention du surpoids, dans le sens où à la fin de l'intervention, les élèves qui étaient dans les collèges action avaient 50% de chances de ne pas être en surpoids par rapport aux collèges témoins. Ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on les a retrouvés 2 ans après, on a pu voir en fait que tous les effets bénéfiques qui avaient été obtenus à la fin de l'intervention étaient maintenus. Donc, les élèves ne bénéficiaient plus des actions dans les collèges. Ce sont des jeunes qui faisaient toujours plus d'activité physique, qui passaient moins de temps devant la télévision. Et ce qui était surtout très important, c'est que ces effets en fait ont été plus marqués chez les jeunes des milieux les moins favorisés, mais qui étaient aussi les plus sédentaires. Donc ça, c'était la preuve pour l'équipe de recherche
mené par le professeur Chantal Simon, qu'elle avait vraiment pu atteindre avec cet essai, en fait, le cœur de cible. Parce que généralement, dans ce genre d'intervention, vous allez pouvoir attirer les élèves qui sont déjà, on va dire, physiquement actifs ou qui aiment bien le sport, mais pas forcément ceux qui sont éloignés de la pratique sportive. Cette intervention a été reconnue comme efficace par l'OMS en 2009. Par contre, c'est vrai que moi, je tiens à préciser que ce n'est pas une intervention clé en main, parce que ça s'est passé finalement différemment dans les 4 collèges actions, et qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent aussi du maillage local. Par contre, ce qui était important pour nous, donc Santé publique France, c'était de pouvoir mettre à disposition toutes les données finalement de la recherche et de pouvoir aider les acteurs de terrain pour mettre en place ce type de projet. Et donc là, on a parlé tout à l'heure en début de séminaire de transfert de connaissances, et effectivement, donc la première phase de déploiement, c'était de pouvoir impulser l'implantation de projets de type ICAP sur le territoire, mais ce n'était pas du tout une étude de réplicabilité, parce qu'on n'avait pas vocation, à ce moment-là, on était donc l'INPES, et l'INPES n'avait pas vocation à faire des études de réplicabilité. Par contre, en accord avec l'auteur de l'étude, donc avec le professeur Chantal Simon, on a décidé, pour impulser des projets de ce type, d'ouvrir à d'autres contextes et à d'autres cibles. Et c'est pour ça qu'en fait, au niveau de ma diapo de titre, j'ai donc volontairement indiqué que au niveau des appels à projets qui ont pu être lancés, on s'est intéressé à la cible 3 à 18 ans. Et on s'est intéressé aussi à d'autres milieux, c'est-à-dire pas seulement le milieu scolaire, même si on a vu qu'en fait, ce n'était pas seulement le milieu scolaire qui était impliqué dans l'étude, mais on s'est aussi intéressé au milieu périscolaire et au milieu extrascolaire. Donc, au cœur, on va dire, de ce dispositif de transfert de connaissances, il y avait, vous pouvez voir en bas à droite de votre écran, un guide d'aide à l'action qui a été rédigé par l'équipe de recherche et une équipe au niveau de l'INPES. Ce qu'on a aussi décidé de faire, c'est de publier, enfin en tout cas de rédiger un petit dépliant pour informer les institutions, les collectivités territoriales et tous les partenaires, parce que c'était important d'avoir en fait 2 supports, sachant que le guide fait quand même 188 pages, donc notamment pour les élus, etc. On pensait qu'il fallait un autre type de support. Pour développer les compétences des acteurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a lancé 2 appels à projets. Alors, il y avait quand même une certaine exigence, hein. Il fallait que les porteurs de projets viennent avec 2 partenaires. Donc là, c'est l'idée un petit peu d'intersectorialité pour intervenir sur les 3 niveaux du modèle socio-écologique. Ce n'est pas juste une structure. Et puis, il y a aussi le fait que l'activité physique, la pratique d'activité physique, ça fait souvent appel à l'intersectorialité. Il n'y a pas qu'un acteur qui peut promouvoir l'activité physique. Il y a donc eu un soutien financier et méthodologique pendant 18 à 24 mois. Je voulais juste préciser que côté Santé publique France, on était en cofinancement, c'est-à-dire qu'il fallait que les porteurs de projets trouvent aussi d'autres sources de financement. Le soutien méthodologique, il y avait une formation qui a réuni donc tous les porteurs de projets et leurs partenaires. Et puis, il y avait aussi un suivi trimestriel en fait, par téléphone avec les 15 sites pilotes qui donc ont pu démarrer leurs actions sur les fameuses 14 ex-régions, parce qu'à ce moment-là, les régions n'avaient pas encore fusionné. Les indicateurs d'évaluation des projets qui étaient importants pour nous, ce qu'avait démontré la recherche, c'est qu'il fallait que les élèves, les enfants fassent 1 heure d'activité physique de plus par semaine. Il fallait qu'on s'assure de la prise en compte du modèle socio-écologique, donc pouvoir intervenir sur les 3 niveaux. Et le côté un petit peu intersectoriel, mais aussi pérennisation des actions, a pu être démontré à travers la signature de charte, c'est-à-dire qu'on a eu l'inscription dans les projets d'établissement ou dans les structures de la démarche de type ICAPS. Ce qui était important aussi pour nous, c'était de pouvoir observer l'utilisation des ressources produites par les acteurs en situation réelle et qui ont en fait servi à capitaliser finalement tout ce qui s'est passé sur le terrain et pouvoir le mettre à disposition sous forme de dispositif de formation en ligne, donc un MOOC. Donc, il y a eu 2 sessions en fait, en 2015 et en 2016. Il y a eu plus de 2000 participants à ce MOOC.
et toutes les ressources du MOOC sont en ligne depuis juin 2017. C'était une opportunité pour nous de nous adresser à une cible plus large, puisque au niveau des appels à projets, on a eu environ une centaine de dossiers et voilà, pour des raisons, on va dire, de TP, mais aussi d'enveloppe financière, nous n'avons plus fait que 15 sites pilotes, pardon. Donc, nous avons évalué cette première phase de déploiement. Donc, nous avons fait une étude qualitative parce que c'était important de disposer d'un retour d'expérience, mais aussi de pouvoir identifier les attentes pour la suite. Et nous avons aussi pu mener une étude quantitative pour évaluer la notoriété de l'intervention et des différents outils qui avaient été proposés. Et en fait, là, je vous ai mis les points importants, on va dire, de l'évaluation. Ce qui revient souvent, c'est le partenariat unique avec l'auteur de l'étude, donc pour toute la phase, on va dire, de soutien méthodologique et qui a fait partie de la sélection par rapport au projet des sites pilotes et qui était présent lors des formations. Il y a eu aussi une bonne appréciation, on va dire, des ressources et du dispositif, donc, qui a été impulsé par Santé publique France. Par contre, il y avait des attentes, notamment en termes d'articulation avec les territoires. Effectivement, les territoires souhaitaient que la démarche soit un peu plus horizontale et qu'on puisse plus mobiliser les acteurs locaux. Et il y avait le souhait en fait d'organiser un petit peu, on va dire, la suite à un double niveau, c'est-à-dire avoir peut-être un référent national avec des référents régionaux. Et il y a quelque chose qu'on ne voit pas sur la diapo. Il y avait aussi un point amélioré, c'était le portage politique par rapport à la démarche ICAPS. Donc, nous avons essayé, entre la première phase de déploiement et la seconde phase de déploiement, de répondre un petit peu à cette demande, notamment au niveau du portage politique. En fait, on peut voir maintenant que ICAPS, la démarche, est citée dans le PNNS 4, mais aussi dans la stratégie nationale sport-santé. Pour déployer, donc pour cette seconde phase de déploiement, nous sommes appuyés sur le cadre, le modèle en fait du programme de prévention du diabète du CDC. Donc, il y a 4 composantes importantes. D'un côté, tout ce qui est, on va dire, le plaidoyer, mais aussi le fait de pouvoir bénéficier d'une équipe qui va former les gens sur le terrain, de pouvoir aussi déployer effectivement les actions sur le terrain et de s'assurer quand même de l'assurance qualité des projets qui sont mis en place par rapport au projet d'origine. Donc, les enjeux de cette seconde phase de déploiement, c'était de forcément tirer les enseignements de la première phase. Il a été décidé d'externaliser le déploiement pour permettre ce qu'on appelle le passage à l'échelle. Donc, c'est-à-dire déployer sans l'équipe de recherche d'origine, même si le professeur Chantal Simon est tenu au courant de tout ce qui se passe par rapport à la suite. Et nous avons donc décidé de sélectionner un organisme national par appel à candidature. Il y avait une exigence, c'était que cet organisme soit un porteur de la première phase de déploiement. Il fallait que ce soit une structure nous sommes plutôt sur du cofinancement. Donc, Santé publique France finance le plaidoyer, les outils de formation, tout ce qui est suivi, évaluation des projets, donc réalisés par l'organisme national, et le monitoring. Par contre, la structure nationale doit trouver des financements pour former les porteurs de projets intéressés, pour la mise en œuvre des projets, mais aussi pour l'accompagnement des porteurs de projets. Voici les missions donc, de ce Centre national d'appui au déploiement en activité physique et lutte contre la sédentarité. Donc, on retrouve bien les 4 composantes qui ont été évoquées tout à l'heure par rapport au programme de prévention du diabète du CDC. L'objectif du CNDAPS, parce qu'effectivement, ce Centre national d'appui au déploiement en activité physique et lutte contre la sédentarité, c'est un peu trop long, donc nous avons un sigle. Et donc lui, il est chargé d'assurer la dissémination des projets fondés sur la démarche de type ICAPS. Et donc, c'est le centre socio-culturel et sportif Léo Lagrange de Colombelle, qui était un des sites pilotes de la première vague, qui a été désigné par Santé publique France pour être le CNDAPS. Je voulais revenir juste sur l'aspect évaluation des projets, peut-être un point important. Donc, il y a une plateforme qui est mise en place et qui est remplie à T1, à T0 d'abord, et à T1 ensuite. Alors, elle est remplie par le porteur de projet qui va mettre en place le projet. Et donc, effectivement, il doit renseigner beaucoup d'éléments que je vous ai fait figurer.
C'est ce on va considérer ça, ce qu'on a appelé le questionnaire diagnostique ou en tout cas prévisionnel par rapport à ce qui va être fait. Et ensuite, il y a des questionnaires qui doivent être remplis par soit les parents, soit les jeunes, selon l'âge de l'enfant et des jeunes qui bénéficient donc du projet. Et donc, c'est au porteur de s'assurer du remplissage par les parents et les jeunes de ces questionnaires. On va relever sur ces questionnaires des informations sur la perception de l'éducation physique et sportive et sur la perception de l'activité physique par les enfants, sur leur pratique d'activité physique, leur comportement pendant la récréation. Évidemment, on aimerait avoir quelques informations sur l'utilisation des écrans et sur leur temps d'écran, et puis des informations un peu plus générales sur le sommeil, l'alimentation et la perception de la santé. Alors malheureusement, ce déploiement, le début de ce déploiement a été fortement impacté par la Covid-19. Donc actuellement, il y a plusieurs projets en fait qui sont sur 4 régions, donc Provence-Alpes-Côte d'Azur, Normandie, Bretagne et Grand Est. En tout 8 projets, donc il y a une école primaire, plutôt des collèges et 1 ou 2 lycées. Ce qu'on sait, c'est que les porteurs sont plutôt soit des établissements scolaires, soit des associations. Forcément, les cofinanceurs sont les ARS, un partenaire incontournable. Et il y a des signatures de conventions entre l'ARS et le CNDAPS. Les partenaires de ces projets sont plutôt des collectivités locales, les services déconcentrés d'éducation nationale avec les DRAGES notamment, les établissements scolaires lorsqu'ils ne sont pas porteurs, des associations sportives, donc parfois ça peut être l'UNSS, l'association sportive scolaire, et des dispositifs, donc, comme le réseau Sport Santé Bien-être et le dispositif de réussite éducative. Ce qu'on a pu observer, c'est que, alors c'est aux ARS de décider où les projets vont être déployés. Elles le font maintenant plus on va dire en concertation avec le CNDAPS. Donc, ces projets sont plutôt déployés sur des territoires à forte inégalité sociale de santé, comme les quartiers prioritaires de la ville ou au niveau des zones de revitalisation rurale. Alors, en ce qui concerne effectivement les premiers enseignements, le CNDAPS avait prévu de faire une grande, on va dire, une campagne un petit peu de manifestation du projet sur les réseaux sociaux, mais c'était vraiment au mauvais moment puisque en février 2020, on avait le petit souci de la Covid-19. Donc, en fait, maintenant, ils restent sur LinkedIn et sur le site Internet, qui est très important. Et donc, ça y est, je suis à ma dernière slide sur le terrain. Donc, on a pu voir que les ARS et les délégations territoriales ou équivalentes sont des partenaires incontournables. Et ce qu'on peut voir maintenant pour 2022, c'est que le CNDAPS est beaucoup plus impliqué, notamment lors de la rédaction des appels à manifestation d'intérêt et dans la sélection des porteurs de projets. Après, ils souhaitaient mettre en place des copiles régionaux qui vont être remplacés par des séminaires régionaux. Il y aura une partie où on fait un bilan et une partie où il y a des échanges entre les porteurs de projets. Voilà, et donc actuellement, il y a une montée en charge du déploiement, donc Bourgogne-Franche-Comté pour les prochains sites qui vont être déployés, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine. En Bretagne, il y a 14 projets qui sont prévus pour l'année prochaine. Il y a les Hauts-de-France aussi qui ont contacté le CNDAPS. Et donc, on va pouvoir aussi, à partir de septembre 2022, pouvoir organiser des séminaires régionaux avec les porteurs de projets. Voilà, bon, là, c'était très rapidement pour vous montrer la temporalité. Donc, effectivement, j'ai parlé de l'étude de 2002 qui s'est déroulée de 2002 à 2006 et nous sommes actuellement en 2022. Donc, un petit temps qui s'est écoulé. Et voilà, je vous ai mis quelques bibliographies, ressources biblio et puis le site, bien sûr, du CNDAPS, le MOOC aussi. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Sur la question du temps, on est pile dans les délais qu'ont mis en évidence les chercheurs en transfert de connaissances, type Gagnon, etc., qui mettent en évidence le fait qu'il faut entre 15 et 20 ans Voilà. Parfait. pour complètement intégrer dans les pratiques des expérimentations de recherche. La parole est maintenant à Jean-Michel pour nous parler d'un autre programme qui s'appelle Unplug, avec une autre logique de déploiement. C'est à vous. Jean-Michel?
Jean-Michel. Oui, alors j'ai un peu moins de temps. Alors si je me mute, ça va poser problème. Et donc, j'en appelle au maître du temps. Est-ce que je peux déborder un petit peu de ce qui était prévu parce qu'il est déjà presque 1 heure. Oui. Ouais. On va dire jusque 13h10, 15, 10 max, ça pourrait… Je vais essayer. Voilà, je vais vous parler d'un autre programme qui est le programme Unplugged. C'est un programme, comme vous le voyez dans le titre, de prévention de l'usage de substances psychoactives en milieu scolaire. Alors plus précisément, c'est un programme qui est délivré au collège par les enseignants en classe, voilà, enseignants qui sont préalablement formés, et au cours de 12 ateliers, 12 séances d'un peu moins d'1 heure. Voilà, alors l'idée de cette présentation, c'était de retracer un petit peu le parcours de vie de ce programme, de sa conception. Donc, c'est au départ un projet européen, donc, qui est né en 2002 grâce à des fonds européens. De vous parler de l'évaluation, d'une évaluation de grande ampleur qui a eu lieu dans le cadre de ce projet européen dans 7 pays. Donc, c'était un essai contrôlé randomisé par GRAPP pour les spécialistes, dans 7 pays, dans 9 centres de 7 pays européens. Malheureusement, la France n'en faisait pas partie à l'époque. Donc, je vous parlerai des résultats de cette évaluation. Ensuite, dans les années 2010, certaines structures associatives se sont emparées du programme, l'ont adapté. Donc, c'est intéressant, dans le cadre de ce webinaire, de parler de… Voilà, c'est plutôt un programme clé en main, Unplugged, donc avec un manuel qui décrit les 12 séances, toutes les activités qui doivent être réalisées dans chaque séance, mais ce sont aussi des programmes qui peuvent être adaptés. Bien entendu, il faut la validation du concepteur, qu'il soit au courant et pas dénaturer le programme. Donc, ça a été, comme je le disais, dans les années 2010, voilà, implanté par des structures associatives qu'on nomme maintenant historiques. Et à cette occasion, on a demandé à Santé publique France d'évaluer ce programme en contexte français. Ça s'est fait en Centre-Val de Loire. Donc, je vous présenterai cette étude et les résultats. Et enfin, aujourd'hui, depuis 3 ans, ce programme se déploie aujourd'hui dans 12 régions, donc des régions nouvelles. Et je vous parlerai d'un outil qu'on a mis en œuvre pour suivre ce déploiement. C'est un outil de monitoring, donc en collaboration avec la Fédération Addiction. Et je vous présenterai quelques petits résultats. Alors… c'est bon. Donc, comme je vous le disais, ce programme est né donc en 2002 d'un projet européen assez original, car il a été co-construit à la fois par des chercheurs et des professionnels de la prévention, donc européens. Je vous ai mis la photo de Pierre van der Krift, qui est belge et qui est un des concepteurs du programme. Et l'objectif du programme, c'était de concevoir un programme européen de prévention universelle, donc s'adressant, comme le disait Florence, à tous les collégiens, en l'occurrence, visant à réduire l'initiation des jeunes aux substances psychoactives, donc principalement le tabac, l'alcool et le cannabis. Donc, ce programme, il a été nommé Unplugged. Et deuxième objectif, d'évaluer son efficacité. Alors, ce projet suivait un cahier des charges intéressant. C'est-à-dire qu'il fallait se situer en milieu scolaire. Et l'idée, là, c'était de cibler le début du collège, notamment les classes de 6e et 5e, juste avant l'explosion des expérimentations de substances psychoactives. Donc, se situer en amont. Il fallait que ce programme soit adapté au contexte culturel européen, en sachant qu'à l'époque, il y avait la plupart des programmes venaient plutôt d'un monde anglo-saxon, les États-Unis, l'Australie, etc. Adopter une stratégie d'intervention fondée sur les preuves, donc compulser les méta-analyses pour voir quelles stratégies d'intervention étaient les plus efficaces. Et donc,
les utiliser. Et enfin, posséder les caractéristiques associées aux interventions efficaces, adoptant ces stratégies. Alors, quelle stratégie a été identifiée et utilisée dans ce programme? C'est le développement des compétences psychosociales que Laetitia a évoqué tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est d'engager les élèves dans des activités leur donnant l'opportunité d'expérimenter et de renforcer un ensemble de compétences psychosociales qui peuvent être à la fois cognitives, émotionnelles ou sociales, et qui permettent de prévenir l'entrée dans les consommations. Donc ça, c'est une stratégie qui a été identifiée dans la littérature comme efficace. Donc, voilà. Et notamment, dans les programmes qui s'intéressent à la thématique des addictions, il y a une compétence qui est importante, c'est la résistance à la pression des pairs PAIRS, donc des élèves du même âge, de la même classe, etc. Donc l'idée, c'est de renforcer cette compétence, à savoir dire non à peut-être des tentations de consommer soit de l'alcool, du tabac, du cannabis. Alors, je vais aller vite parce que je vais essayer de raccourcir ma présentation. Donc, Unplugged possède bien donc, les caractéristiques associées aux interventions de développement des CPS qui ont été évaluées comme efficaces, notamment un nombre de séances suffisantes. Là, c'est 12 séances de 50 minutes. Donc délivrées en classe par l'enseignant, une formation préalable des animateurs, les enseignants sont formés dans le programme d'origine 2 jours et demi, des méthodes pédagogiques qui sont adaptées, notamment des méthodes interactives et expérientielles, donc du type jeu de rôle, des mises en situation, des exercices pratiques. Également, c'est un programme qui doit être structuré, avec un livret enseignant dont je vous parlais tout à l'heure, qui donne tout le déroulé de chaque séance, l'ordre des séances. Et enfin, un large éventail de CPS travaillés, donc cognitive, émotionnelle et sociale. Alors là, c'est une slide bonus, je vais quand même en parler parce que c'est important. Je vous disais que c'était la stratégie d'intervention la plus importante, principale, c'était le développement des CPS, mais il n'y a pas que ça. Il y a également d'autres composantes de l'intervention. Donc, vous avez alors ici Unplugged avec ses activités. Tout à droite, vous avez ce qu'on veut toucher, donc ce qu'on veut modifier, c'est un déterminant, c'est la consommation de substances psychoactives. Et là, vous avez des déterminants, donc ce qui est ciblé par les activités du programme. Donc, on veut améliorer les compétences psychosociales, notamment le savoir dire non. Mais il y a également d'autres composantes comme la correction des fausses croyances normatives. On sait que quelque chose qui influence pas mal la consommation, c'est en fait la représentation une norme qui est souvent partagée, qui est de surestimer la consommation des pairs du même âge ou un peu plus vieux. Donc l'idée, c'est que cette fausse croyance que tout le monde fume, tout le monde prend du cannabis à, je sais pas, 15, 16 ans, c'est quelque chose qu'on va essayer de corriger. On sait que c'est une stratégie efficace. Et là, effectivement, il y a aussi une autre composante qui est d'apporter de la connaissance sur les effets des produits, sur les risques, pour notamment, ce qui est important, c'est de réduire l'attitude positive à l'égard des drogues. Voilà, donc c'est trois composantes. Donc, je vous parlais tout à l'heure qu'il y avait eu une évaluation européenne donc, au milieu des années 2000 de ce programme, donc coordonné par Fabrizio Faggiano. Donc, dans 7 pays, 9 centres régionaux, vous avez la petite figure là. Et il y a eu également une réplication en République tchèque en 2012 de cette étude. Qu'est-ce que ça a montré? Ça a montré que le programme permettait d'obtenir des effets sur la consommation récente. Donc, est-ce que j'ai au moins une fois consommé du tabac, j'ai eu un épisode d'ivresse alcoolique ou consommé au moins une fois du cannabis dans les 30 derniers jours? Donc, ce n'est pas l'objectif premier du programme, mais c'est quand même intéressant. Et ces effets sont obtenus 2 ans, de 15 mois à 2 ans après la fin du programme. Donc, plutôt sur des temps assez longs. En revanche, pas de preuve claire d'efficacité concernant la diminution de l'entrée dans les consommations, ce qui nous intéresse au premier chef dans ce programme. C'est-à-dire
on veut les prendre avant les premières expérimentations et prévenir l'entrée, l'initiation ou l'entrée dans ces consommations. Ça, c'est slide bonus aussi. C'est pour vous montrer qu'une deuxième phase du projet, c'était de disséminer le programme. Donc là, on voit que ça a été implanté au moins une fois dans une trentaine de pays. Et notamment en France. Donc, j'en viens donc au deuxième point de ma présentation. C'est l'évaluation que nous avons faite dans le centre Val-de-Loire, notamment dans le Loiret. Donc, c'était une équipe assez dynamique qui s'est emparée du programme et qui l'a adapté, donc qui a apporté une adaptation au programme, qui est d'intégrer de la co-animation la première année d'implantation du programme. C'est-à-dire que les séances, les 12 séances la première année, sont co-animées. Donc, il y a l'enseignant et également un intervenant de prévention, généralement spécialiste des addictions, qui co-anime le programme, qui connaît bien le programme, qui souvent l'a déjà animé, qui connaît aussi, qui sait gérer aussi un groupe classe. Et l'idée, le modèle, c'est qu'au fil des années, eh bien, l'enseignant s'autonomise progressivement. Alors, pour avoir donc observé plusieurs séances en classe, c'est une adaptation très intéressante parce que selon les profils des enseignants, ils peuvent avoir du mal à se départir, on va dire, d'une posture un peu descendante, ou quand il y a effectivement des méthodes un peu plus qui génèrent un peu plus de bruit, il y a souvent des rappels à l'ordre continuels, tout ça. L'idée, c'est de leur montrer qu'on peut gérer une classe, même s'il y a un peu plus de bruit, avec des jeux de rôle, des discussions en groupe. Et donc, voilà, pour moi, c'est une plus-value la plus-value de cette co-animation. Alors, on a évalué ce programme grâce à une étude, un schéma d'étude qui est une étude avec un groupe contrôle, donc à mesure répétée avant et après le programme, et quasi expérimental. On n'a pas pu randomiser malheureusement les classes pour plusieurs raisons. On a comparé un groupe unplugged, donc qui recevait le programme, à un groupe contrôle, donc qui ne recevait pas d'intervention structurée de prévention. La population, c'était donc 1350 collégiens de la 6e à la 4e, dans 12 collèges et 66 classes. Et on répétait des mesures de consommation avant, puis 6 mois et 8 mois après cette référence de base, avant le programme. Et au final, notre échantillon d'analyse était de 1091 répondants aux 3 temps de mesure, avec comme indicateurs principaux la consommation récente dans les 30 derniers jours, donc c'était l'indicateur aussi de l'évaluation européenne, et l'expérimentation. Est-ce qu'ils ont au moins consommé ce produit une fois dans leur vie? Alors, les résultats ont été très, à la fois, on ne s'attendait pas à des résultats aussi voilà, clairs et importants, étant donné l'effectif. On avait 1091 collégiens, mais l'étude européenne en avait plus de 7000, et la taille des effets nous faisait dire qu'on n'allait peut-être pas détecter d'effets, alors que là, les effets étaient très, très clairs. Donc, là, vous avez les résultats pour l'entrée dans la consommation, ce qui nous intéresse, qui n'a pas été montré dans l'évaluation européenne. C'est-à-dire qu'on prend en baseline, donc avant le programme, tous les participants qui n'ont jamais consommé, par exemple, là, de cigarettes, ou qui n'ont jamais expérimenté d'ivresse alcoolique ou de cannabis. Donc là, on les prend et on les suit, et on voit quel pourcentage de ces participants vont rentrer dans la consommation, vont expérimenter au moins une fois. Et donc ça, on regarde ça à la fois en orange pour le groupe unplugged et en bleu pour le groupe contrôle. Et on voit, si on regarde le risque relatif, que ça diminue 8 mois après la baseline de 45% pour la cigarette. Alors là, je crois que c'est 80% pour les ivresses alcooliques et 70% pour le cannabis.
donc des effets assez importants. Et on retrouve, là je ne l'ai pas mis, mais on retrouve les résultats de l'évaluation européenne pour la consommation récente également. On a également des effets plus importants, ça c'est intéressant, chez les collégiens présentant des facteurs de risque, donc ceux qui rapportent un faible niveau scolaire, ceux qui ont des parents qui sont plus permissifs quant à la consommation de leur enfant de substances psychoactives, et également dans les établissements les plus défavorisés. Donc, qui nous laisse à penser que c'est un programme qui pourrait réduire des inégalités sociales et territoriales de santé. Alors, un autre résultat très important, c'est qu'on observe une relation dose-réponse. C'est-à-dire que plus on délivre de séances, et plus on délivre de séances dont toutes les activités ont été réalisées, donc des séances complètes, plus les effets du programme sont importants. On obtient des effets importants. Donc, on s'est dit, là, il y a vraiment une nécessité de veiller au degré, à la fidélité de la mise en œuvre du programme. Donc voilà, là, vous avez une petite figure. Ça, c'est le nombre de séances complètes. Et on voit les effets obtenus 8 mois après la baseline. Et on voit que si on a fait entre 4 et 8 séances complètes, on obtient, il y a le nombre de consommateurs récents, là, il est haut et il diminue si on a fait entre 9 et 11 séances complètes. Alors, cette évaluation a fait l'objet d'un rapport qui a été rendu public et depuis, le programme commence vraiment à se déployer, je vous le disais, dans 12 régions de France. Et on s'est posé la question, étant donné le fait que voilà, il y a un enjeu concernant la fidélité au programme, c'est-à-dire que si les gens ne font pas le nombre de séances requis, on ne va pas obtenir les effets. On s'est dit ce serait intéressant de suivre cette mise en œuvre et de monitorer le déploiement de ce programme. Donc, il y a plusieurs enjeux au déploiement. Donc, c'est de maintenir, c'est à l'occasion d'un déploiement, d'un passage à l'échelle plus important, est-ce que la qualité de mise en œuvre est toujours présente, notamment en termes de fidélité au programme? Est-ce que une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les acteurs s'engagent une année ou plusieurs années? C'est-à-dire qu'au bout de la première année d'implantation, est-ce qu'ils continuent ou pas? Et enfin, étant donné le modèle d'implantation avec la co-animation des séances la première année, est-ce que les enseignants arrivent à s'autonomiser? Ça impacte aussi le modèle économique du programme. Est-ce qu'en année 2, 3, 4, ils peuvent le faire seuls? Donc, on a conçu pour ça un outil en collaboration avec la Fédération Diction, un outil qui est une plateforme web nationale. Et l'idée, c'est qu'à la fin de chaque séance, l'animateur, donc c'est multiplateforme, il peut faire ça sur son smartphone, il doit remplir quelques questions sur la séance qui vient d'être animée, notamment qu'est-ce qu'il a fait. Et donc c'est un outil assez ergonomique. Là, je vous ai donné voilà, de petites copies d'images. Et ce qui nous intéresse au premier chef, mais pas seulement, mais quand même, c'est un des indicateurs, c'est, je vous disais, le manuel donne un peu les étapes de chaque séance et l'idée, c'est de savoir est-ce qu'il a complètement réalisé ou partiellement ou pas réalisé les étapes des séances, sachant que souvent, dans une séance, il y a des activités principales qui ciblent les déterminants dont je vous parlais tout à l'heure, qui vont travailler les CPS, la correction des croyances normatives, etc. Donc ça, c'était il y a, on va dire, c'est le nombre de séances renseignées dans l'outil. En orange, c'est l'année 2019-2020. Donc, effectivement, on voit qu'il y a eu un petit problème. Là, c'est calme plat parce qu'il y a eu la fermeture des écoles liée à la Covid-19. En bleu, c'est 2020-2021. Et là, c'est cette année, en sachant que là, ça continue parce que là, c'est une extraction du 10 mai, mais au 20 juin, on est à plus de 4200, je crois, séances renseignées.
Alors là, c'est peut-être un peu… Alors, je vérifie l'heure qu'il est quand même. Bon, je vais arrêter bientôt. Voilà, en fait, c'est un outil. Et quand on s'intéresse à la fidélité au programme, on peut se dire, ben voilà, si je prends les 12 séances, donc séance 1, 2, 3, 4, etc., quelle est la part des séances où toutes les activités principales ont été réalisées? Ben, on voit pour la séance 1, grâce à cet outil, voilà, où on a en 2020-2021, on va dire un peu plus de 3000 séances, ben, il y a dans 73% des séances, on a réussi à faire ça. Dans 22% des séances, bleu clair, on a fait toutes les séances, mais il y en a au moins une qui a été partiellement réalisée. Et en orange, il y a au moins une activité principale de la séance qui a été supprimée. Donc là, on voit qu'il y a trois séances qui posent problème au niveau national. Après, on peut faire des déclinaisons régionales. On est en train de mettre en place des fiches régionales. Là, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un problème avec ces 3 séances. Là, il y a un groupe de travail qui va justement essayer de réfléchir aux mesures correctives. Ça peut être plein de choses. Ça peut être, on va renforcer la formation, on va insister plus sur le manuel, sur ces séances-là, où on va changer la séance parce qu'il y a trop peut-être d'activités, parce qu'on a d'autres indicateurs qui nous montrent qu'elles sont très chargées, ces séances. Et on va dire, après, il faut obtenir, si on modifie le manuel ou si on modifie la séance, il faut obtenir bien sûr la validation des concepteurs. Donc, c'est tout un travail qui permet de faire avancer un déploiement avec une bonne qualité, une bonne fidélité au programme. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce qu'il est tard, mais je pourrais répondre à vos questions. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Merci pour ces présentations. La parole est aux étudiants. Est-ce que vous avez des questions, besoin de précision? Vous avez vu là des exemples de déploiement et de suivi en fait de ces déploiements, de démarches de déploiement et de suivi de ces déploiements différentes. Un outil qui est un registre, une sorte de répertoire finalement des interventions probantes et de liens avec des innovations aussi de terrain, comme l'a très bien dit Laetitia. Voilà, qui viennent vous illustrer un petit peu la manière dont Santé publique France envisage cette question du transfert de connaissances, en fait. Pas de questions? Alors du coup, moi j'en ai une, peut-être ça en lancera d'autres, notamment sur la dernière, donc ICAPS, je connaissais mieux, Unplugged, j'ai vraiment découvert là cette manière de faire, même si Pierre m'en avait un peu parlé. La question que je me pose, c'est comment on définit ces critères de fidélité. Là, dans ce que vous nous avez montré, Jean-Michel, il y a, c'est plutôt le nombre d'activités principales. Voilà, vous avez distingué les activités principales dans chaque séance et c'est le nombre d'activités principales. Est-ce qu'on peut approcher des choses plus tenues ou plus subjectives comme la posture aussi de l'intervention? Parce qu'on voit bien que par rapport à une activité, il y a des choses qui peuvent jouer. Qui sont moins de l'ordre de la mise en œuvre binaire en fait de l'activité que la manière dont elle est mise en œuvre. On voit bien par exemple comment la même formation, la nature de l'intervenant par exemple va énormément jouer parce qu'il aura une attitude différente et tout. Est-ce que ces choses-là, vous arrivez un peu à les documenter, peut-être par du Cali ou je ne sais pas, pour essayer de comprendre des fois ou pas du tout, ou ça ne fait pas du tout l'objet du déploiement? Alors, on s'est bien évidemment posé cette question-là parce que cet outil-là nous permet de renseigner qu'effectivement, quelque chose d'assez binaire. J'ai fait, j'ai pas fait. Mais comment ça a été fait, ça, on ne l'a pas. Alors, on l'approche un petit peu grâce à des questions qu'on pose aussi par ailleurs dans cet outil que je n'ai pas mis là, mais c'est quand même assez binaire. L'idée, là, c'est vraiment un outil de monitoring. Donc, l'idée, c'est de recueillir de l'info sur des milliers, enfin, un outil très économique, il faut 3-4 minutes pour y répondre, pour pouvoir gérer ces 4000, pour l'instant 4000 séances
renseigner. Il y a par ailleurs un groupe d'évaluation du suivi d'Unplugged qui existe, avec notamment les structures historiques, des formateurs, la Fédération Addiction des universitaires aussi, qui réfléchissent à d'autres moyens d'appréhender la qualité de mise en œuvre et effectivement des approches plus quali. Alors, il y a déjà des outils qui existent, notamment de supervision des co-animateurs, donc des professionnels de prévention. Donc, grâce à cet outil-là, on approche justement d'autres problèmes non liés à la fidélité, on va dire, binaire dont je parlais tout à l'heure, sur certaines séances. Parce qu'on peut avoir du mal à faire toutes les activités principales et être très à l'aise, se sentir capable, le faire bien, malgré tout, avoir beaucoup et être très intéressé en tant qu'enseignant par cette séance. Et c'est souvent le cas. Hein. Donc vraiment, c'est une approche, on va dire, parmi d'autres. Et il faut en avoir d'autres, effectivement. Et il y a des pistes, effectivement, d'études quali pour approcher plus les aspects de posture qui peuvent poser problème, des problèmes de co-animation, des problèmes de… Donc, voilà, je ne voudrais pas réduire le suivi du déploiement à cet outil. Là, je vous présente l'outil qui a certaines finalités, mais c'est dans un travail beaucoup plus large avec d'autres outils. Notamment, il y a du texte libre qui peut être enseigné dans l'outil, là, j'en ai pas parlé, mais qui nous fait remonter plein de choses. Et on fait des analyses quali du texte libre qui est renseigné par l'enseignant à la fin de chaque séance, et ça apporte plein d'autres choses. Voilà. Merci beaucoup. Alors, j'avais une deuxième question, mais si… Oui, Pierre. Non, c'était juste pour compléter. Il y a eu de l'observation au tout début. Je sais que Enguerrand et toi, vous avez été observés dans les classes et vous avez vu que ça n'allait pas, ce qui vous a incité à améliorer la formation. Et puis, il me semble que dans un autre programme, Good Behavior Game, là, en classe de primaire, dans le suivi, il y a des superviseurs, mais il y a également de l'observation. Donc, c'est plus coûteux, mais là, on a une idée de ce qui se passe. Oui. Voilà. Oui, mais on se pose la question, là, en ce moment même, de mettre en place des observations. Après, comment… face au nombre, au succès, on va dire, du programme, c'est comment choisir. Ça pose plein de questions méthodaux pour que ce soit représentatif. Et de coûts aussi. Et bien évidemment de coûts, mais ce serait des coups de sonde et il faut réfléchir à la méthode. Ouais. Parce que l'observation est irremplaçable. C'est-à-dire que, voilà, mais beaucoup plus cher. Voilà. Ça demande plus de ressources. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je vois une petite main levée. Oui, bonjour. Je voulais vous remercier vraiment pour vos présentations. C'est toujours très appréciable d'avoir des exemples très concrets et très bien amenés comme ça, où on comprend aussi quelles sont les interrogations que vous vous êtes posées en menant les projets. Et là, il y a les deux derniers projets présentés sont sur le milieu scolaire et les collégiens en particulier. Et je me demande comment, en fait, intégrer dans l'évaluation la question des conditions de travail qui évoluent aussi chez les enseignants, en fait. Et on entend de plus en plus qu'ils ont de moins de temps pour faire mener à eux leur programme scolaire, etc., de plus en plus de contractuels. Je pense que ça change aussi la manière dont on peut mener des projets avec ces acteurs-là. Et peut-être aussi voir en fonction de la période de l'année où sont menés les projets, peut-être que ça change en fait. Là, je regardais sur les séances qui ont moins marché, ou en tout cas, il y a moins de choses qui ont été faites. Est-ce qu'on peut savoir, c'était à telle période de l'année avant des conseils de classe ou à un moment de l'année particulièrement charnière aussi, et que ce n'est pas forcément que lié au projet lui-même, mais à ce qui se passe pour l'institution par ailleurs. Contexte. Oui, merci. Florence, tu pourras aussi dire qu'on est en extra classe.
Alors, concernant le contexte, ce qui est intéressant, c'est de voir les déclinaisons régionales. Et là, ce que je vous ai montré, c'est on a mergé toutes les régions. Et c'est vraiment un constat, en sachant que les régions n'ont pas toutes les formations au même moment, ne commencent pas toutes au même moment. Donc, elles ne suivent pas toutes le même calendrier, il n'y a pas la même chronologie. Et malgré ça, malgré les différences de contexte, c'est à chaque fois, dans chaque région, et c'est ce qu'on voit aussi au national, il y a ce problème avec ces 3 séances. Donc, je ne sais pas si le contexte peut jouer à jouer là-dessus. Je pense que après, il y a une autre, je perçois une autre question là-dedans, c'est le temps qui est précieux pour l'enseignant. C'est-à-dire, là où le contexte va jouer, c'est la contrainte de temps, c'est 12 séances d'1 heure. Et il y a certains profils qui vont y aller et pas d'autres parce qu'ils ont le temps et d'autres non. Donc ça, ce serait intéressant de faire. On pourra le faire parce qu'on a, on a aussi des questionnaires concernant les enseignants assez détaillés sur l'école, si elle est en REP+, si l'enseignant est en, comment dire, quelle est sa discipline, s'il est prof principal ou pas, si ça va même jusqu'à le directeur soutient le projet ou pas, est-ce qu'il est volontaire pour la formation, etc. Et donc, on pourra peut-être dégager effectivement certains profils qui font que ça marche mieux. Avec des données de plus de contexte. Ça, c'est voilà, ma deuxième réponse, on va dire. Et puis, la dernière question, c'était quoi rappelez-moi. Je crois que c'est tout. En tout cas, je ne m'en souviens pas. C'était la temporalité par rapport aux séances. Dire peut-être que si s'était passé quelque chose avant ces séances-là, particulièrement les 3 séances que tu as. Oui. Mais bon, ça demande peut-être des analyses un peu plus fines, mais je ne pense pas. Bon, mais ce qui est intéressant, c'est de voir. Enfin, là, c'est vraiment du monitoring, donc c'est à gros grains. C'est vraiment les gros trucs. C'est un peu balourd, mais ça donne une idée pour aller ensuite creuser et peut-être utiliser d'autres méthodes qui permettent d'obtenir plus de connaissances, aller plus peut-être dans le quali, pour essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné là. Donc voilà, ce que je voudrais faire partager, c'est que c'est le début de quelque chose, ce n'est pas une finalité, ce monitoring. C'est, voilà, maintenant, on va faire un groupe de travail pour discuter avec les gens qui font le programme, un groupe de travail pour savoir qu'est-ce qui pose problème dans ces séances-là et est-ce qu'il y a d'autres problèmes dans d'autres séances qui n'ont pas été mises en évidence par cet outil. Donc voilà, voilà, c'est plus complexe que ce que je vous ai montré. Il y avait une question sur le forum de discussion, puis après, je crois que Marie-Alix a levé la main, qui est de Mélanie, qui ne peut pas activer son micro, et qui dit pourquoi ne pas faire intervenir les médecins et infirmiers scolaires. Dans le programme Unplug ? J'imagine. Alors, c'est déjà le cas. Oui, en tout cas pour les. C'est bien ça. Bonjour. Programme Unplug, oui. Parce qu'ils ont quand même une de prévention, c'est dans leur mission. Ah ouais, c'est des acteurs incontournables. Donc, la formation est ouverte. Alors, pour simplifier, j'ai mis enseignants, mais derrière ça, il y a d'autres choses. Il y a aussi d'autres profils, d'autres personnes du collège. Donc, ça peut être la CPE qui veut se former et animer. Ça peut être l'infirmière scolaire. Je n'ai pas d'exemple en tête de médecin scolaire, mais ça existe peut-être. Donc voilà, c'est assez ouvert. Et ça peut être aussi, dans les modalités d'animation, ça peut être assez souple aussi. Ça peut être, par exemple, 2 personnes du collège qui co-animent ensemble, en autonomie, on va dire, mais sans professionnel de prévention.
et qui vont animer le programme, donc un enseignant, une CPE par exemple. Donc voilà, c'est vraiment c'est ouvert à d'autres personnes du collège et c'est important. Je pense que c'est important. Il y a une question de Marie-Alix et puis ce sera la dernière parce qu'on arrive au terme. Mais je vous transmettrai les mails de nos orateurs si une question vous brûle les lèvres. Merci. Déjà aussi, merci pour la présentation. Moi, à nouveau, ce qui m'arrive vite à l'esprit, c'est le fait au travers des deux exemples ICAPS et Unplug, le côté très co-construction participatif, le côté très compétences psychosociales, voilà, vraiment le fait d'aller faire une intervention qui crée de l'empowerment, qui crée voilà, de la participation. Et ça, c'est un petit peu au regard parce que le mémoire qu'on doit critiquer, le plan priorité de prévention que nous devons critiquer pour le diplôme universitaire, où on voit dans le côté national des actions qui sont parfois très passives et juste informatives, très passives. Donc, à nouveau, ça permet de rebalancer le côté intervention efficace égale co-construction, participation et côté très actif. Moi, je voulais juste poser une question sur ICAPS parce qu'il y a quelque chose qui m'a tilté, notamment aussi en regard du cours, le côté du choix d'une prévention universelle et non pas selon le principe de l'universalisme proportionné tel qu'il nous a été mis en avant pour ces qualités justement d'ouvrir à l'ensemble de la population tout en ayant des axes de renforcement sur les publics plus vulnérables ou plus à risque. Je voulais comprendre ce choix-là, même si vous avez quand même valorisé le fait que cette prévention universelle avait quand même eu aussi des effets positifs du coup sur peut-être les personnes en surpoids, les enfants en surpoids. Donc je voulais juste comprendre en fait ce choix-là. Alors, c'est vrai que ça. Moi, je ne fais pas partie de l'équipe de recherche, donc je vais vous livrer les informations que j'ai à ma disposition. Et effectivement, je pense qu'un des résultats les plus importants, c'était de voir que finalement, les effets étaient plus importants sur les populations, enfin sur les jeunes les moins favorisés, mais qui étaient aussi les plus sédentaires. Du coup, moi, je ne l'ai pas dit explicitement, mais Jean-Michel, lui, l'a dit pendant sa présentation. En fait, finalement, ce qui était très important, c'était de voir que c'était une intervention qui non seulement n'aggravait pas les inégalités sociales de santé, mais les réduisait. Donc après, je ne sais pas si, au-delà des analyses qui ont pu être faites, est-ce qu'ils se sont rendus compte, est-ce que l'équipe de recherche a pu se rendre compte que finalement, il aurait fallu faire un peu plus sur certains, alors qu'ils avaient déjà des bons résultats, je ne sais pas. Et puis, alors je ne sais pas, 2002-2006, est-ce que, en termes chronologiques, j'allais dire déjà la prévention universelle, je pense que c'était quelque chose qui était assez intéressant. Mais alors, l'universalisme proportionné, est-ce que déjà c'était en discussion? Enfin, je pense que ce n'est pas quelque chose qui a dû attirer l'attention, on va dire, de l'équipe de recherche, puisque les résultats obtenus étaient bons. Oui, est-ce que ça a été fait indirectement? Si vous dites, voilà, c'était peut-être plus ancien et la notion était peut-être un peu moins présente, est-ce que ça a été peut-être joué sans vous en rendre compte? C'est-à-dire que c'était ouvert et que peut-être il y a eu des incitations indirectes ou très sensibles qui étaient faites pour les publics, mais sans que ce soit formalisé peut-être de façon très claire. Ce qui a pu être mis en évidence, c'est qu'à un moment donné, je me souviens, Chantal Simon nous disait qu'ils avaient décidé de mettre des activités pendant la pause méridienne. Or, pendant la pause méridienne, certains des enfants rentraient chez eux pour manger, mais aussi parce qu'il y avait n'importe quoi, un dessin animé ou un feuilleton à la télé. Et donc, quand ils se sont rendus compte de ça, en fait, ils ont déplacé les activités pour que, effectivement, les enfants qui, normalement, ne mangeaient pas à la cantine puissent aussi participer aux activités. Donc, il y a eu des choses qui ont pu être levées comme ça, comme les enfants qui, par exemple, ils se sont rendus compte aussi que certains enfants ne venaient pas après les cours. Et quand ils ont creusé, ils ont vu que ces enfants-là, les parents venaient les chercher, parce qu'il y avait quand même, on était en zone, pour certains, c'était un peu la zone rurale, et donc les parents venaient les chercher. Ou alors, il y avait un bus et le car scolaire. Et le car, lui, il partait à telle heure. Et donc, il fallait sinon que les parents viennent chercher les enfants, ce qui n'était pas possible. Et donc, je sais que l'équipe de recherche a été auprès de la collectivité pour négocier, en fait, pour demander à ce que le car scolaire passe plus tard
dans le collège Action pour permettre aux enfants de faire les activités. Donc, je crois qu'il y a eu des petites réorientations comme ça qui ont pu être faites au cours du temps et qui peut-être, finalement, ont permis, entre guillemets, cet universalisme proportionné, quoi. Mais après coup. Merci. Après, moi, je me dis, alors moi, c'est juste une question naïve, je me dis, il y a aussi peut-être au départ une peur de la stigmatisation, sachant qu'à ces âges-là, ça peut être terrible, et ça peut avoir des effets contre-productifs de cibler une population particulière. Donc, voilà, c'est juste une question que je pose, peut-être qu'à l'origine, il y avait ça. Oui, après, je pense que tout ce qu'on a vu dans le cours aussi, c'était de dire tout est dans la manière de le faire. Effectivement, il faut pouvoir amener un axe de renforcement, mais sans stigmatiser. Et donc, effectivement, comme vous l'avez fait, vous aussi, travailler les croyances, les perceptions par rapport à ce public qui sont, comme vous dites, déjà très sensibles de base. Et effectivement, tout va être dans la délicatesse probablement et le type d'action qui sera proposé pour ne pas stigmatiser. Complètement d'accord avec vous. Après, peut-être et je suis désolée, je vais devoir conclure sur ça, mais c'est vrai que la question de la mise en pratique de l'universalisme proportionné, elle est encore assez instable, hein, du point de vue scientifique. Le concept commence un peu à diffuser, mais concrètement, ce que ça veut dire, et on sait qu'il y a plusieurs écoles pour ça. Il y a une école qui, notamment celle direct ligne de Michael Marmot, qui est de dire c'est une approche globale, systémique, environnementale. Voilà. Et cette approche-là, elle est universelle, c'est-à-dire qu'on s'arrange pour que les environnements soient favorables, par exemple, à l'activité physique de manière universelle, mais du coup, c'est de l'universalisme proportionné parce que cette universalité des environnements favorables fait que tout le monde, qu'en tout cas, il n'y a pas de disparité environnementale auxquelles peuvent être confrontés notamment les publics les plus précaires. Et puis, il y a une autre école, mais qui n'est pas du tout, c'est pas du tout incompatible, hein, qui est quand on est sur des approches plus, on va dire, plus comportementales, éducatives, voilà, qui relèvent de l'éducation pour la santé, c'est d'avoir des stratégies où on va augmenter l'intensité des interventions pour certains publics ou rajouter des choses, ou d'ailleurs rajouter des mesures structurelles environnementales. Donc, on voit bien qu'on est sur un concept qui, du point de vue pragmatique, est assez malléable. Et il me semble, pour ICAPS, qu'on est plutôt… Donc, c'est vrai que c'est de la prévention universelle, mais on est dans une approche assez systémique des choses, hein, puisque c'est réorganiser aussi les programmes. Voilà, ce n'est pas juste de dire faire de l'activité physique, quoi. C'est réorganiser les programmes, les environnements scolaires, l'accès à du matériel, voilà, des choses comme ça. Donc, pour moi, en fait, selon l'approche plutôt marmotienne, je vais dire, on est sur quelque chose qui n'est pas contradictoire avec l'universalisme proportionné, dans le sens où on commence d'abord par mettre des environnements favorables. Il me semble. Voilà. Mais il y a débat, hein, autour de tout ça. C'est un concept qui, en tout cas du point de vue de sa réalisation pratique, il n'y a pas de guide, quoi. Voilà, c'est bien le problème d'ailleurs. Que fait Santé publique France pour faire un guide sur l'universalisme proportionné? Je suis désolée, je suis obligée de vous couper parce que j'ai moi-même une conférence qui démarre juste après. Je voulais vraiment remercier nos orateurs de Santé publique France. Alors, j'ai tenté d'enregistrer le truc, mais je crois qu'il y a eu un problème en cours. Donc, je vais voir avec nos aides techniques comment je vais pouvoir réparer ma bêtise, mais bon, je vais voir comment faire. En tout cas, merci à nos orateurs de Santé publique France d'avoir accepté de faire ce webinaire et de s'être organisés pour le déplacer. Vraiment, je vous remercie infiniment. C'était très intéressant et ça vient illustrer que les deux approches, hein, que j'évoquais tout à l'heure, elles ne sont pas du tout opposées, puisque même la réflexion que vous allez avoir là sur les 3 séances, hein, je repense à Unplug là, où vous allez peut-être modifier certaines choses, vous allez les modifier sans changer la substantifique moelle de ce qui doit être fait dans ces séances. Et donc, je trouve que là, on est vraiment sur de l'intervention fondée sur la science plus que le déploiement de programmes validés, parce que vous allez quelque part reconstruire ces interventions tout en gardant ce qui fait leur âme, quoi, et leur efficacité. Donc, on voit bien que les démarches peuvent complètement s'articuler et qu'en réalité, il y a plein de manières de faire de l'intervention fondée sur la science, en fait. Et quelqu'un qui est expérimenté dans Unplug, il ne va pas forcément suivre les activités du manuel.
Il va savoir que tel outil va permettre de toucher telle compétence et il va penser que à ce moment-là, c'est plus adapté d'utiliser tel outil. Donc voilà, c'est vraiment… mais ça, il faut avoir une certaine expérience pour le faire, mais c'est possible. Donc, à l'intérieur de quelque chose d'a priori rigide et structuré, il y a une certaine souplesse quand même. Donc, c'est moins binaire que ça. Tout à fait. Merci beaucoup, merci aux étudiants et puis à bientôt pour tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir.